Bonjour, chers participants. Je vous remercie d'avoir répondu présent à mon invitation. Nous sommes aujourd'hui réunis dans cet événement scientifique qui clôture, à vrai dire, l'année universitaire 2020-2021 pour notre école, l'École supérieure de comptabilité et de finances de Constantine. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui mon ami et collègue, M. Farouk Nmouchi. Avant de donner la parole à notre honorable invité, permettez-moi de le présenter pour les gens qui ne le connaissent pas. Alors, Dr Farouk Nmouchi est titulaire d'un doctorat d'État en sciences économiques. Il a exercé plusieurs activités, enseignant à l'Université de Constantine de 1977 à 2018, chercheur au sein du laboratoire modélisation mathématiques et simulation appliquée à la finance, responsable du master Monnaie-Finance à la faculté d'économie de Constantine, consultant formateur dans le milieu des entreprises et des banques, diagnostic, prévision financière, responsable du comité de doctorat en économie, observateur de gestion en entreprise et directeur de l'INSIM de Constantine de 2007 à 2010. Notre honorable invité est l'un des pionniers de l'École supérieure de comptabilité et de finances de Constantine. Il a contribué efficacement à la formation de ses enseignants et étudiants. D'ailleurs, il m'a formé personnellement et je lui dois beaucoup. L'école a le plaisir de le recevoir une nouvelle fois comme invité conférencier pour partager son riche savoir et clôturer ainsi cette série de webinaires de l'année universitaire 2020-2021 qui fut très riche. Monsieur Nmouchi est auteur de nombreux articles et contributions à caractère économique et se consacre aujourd'hui à éclairer les concitoyens sur la situation économique du pays à travers ses pertinentes et brillantes contributions. Il nous présente aujourd'hui un thème intitulé « La crise de liquidité entre turbulences conjoncturelles et distorsions structurelles ». Voilà, donc je vous cède la parole, Monsieur Nmouchi. Voilà, c'est bon. Donc, est-ce que tu m'entends? Maya, est-ce que tu m'entends? Un problème de son. Maya, ton micro. Active ton micro. Ne me dites pas que vous n'étiez pas en train de m'entendre. Oui, Youssed. Merci d'activer votre microphone et j'invite Monsieur Azira à désactiver le sien, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Mon microphone est activé. C'est bon. Parfait. Vous êtes le seul à l'activer pour le moment. On vous entend 5 sur 5. Très bien. OK, merci. Merci. Très bien, merci. Bien. Donc, d'abord, évidemment, pour commencer, je tiens à remercier les responsables de l'ESCF pour cette invitation à ce webinaire qui me donne l'occasion d'aborder, si vous voulez, quelques aspects relatifs à une question de grande actualité. Je tiens également à remercier Maya qui a réussi à me faire sortir de ma retraite pour être présent avec vous aujourd'hui. Je saisis également cette occasion pour transmettre mes salutations à mes anciens collègues de l'ESCF ainsi qu'à mes anciens étudiants à qui je souhaite une belle réussite professionnelle. Alors, pour le sujet que l'on va aborder aujourd'hui, la crise de liquidité entre turbulences économiques et distorsions structurelles. Je dois tout de suite que je n'ai pas un avis tranché sur la question. Le but, c'est de fournir quelques éléments de réflexion pour enrichir le débat.
Alors, il faut dire que aborder un sujet, en réalité, j'avais un certain nombre d'appréhensions par rapport à un certain nombre de contraintes, mais il y en a au moins deux que j'aimerais bien citer. Il y a d'abord la complexité du sujet, dû au fait que quand on parle, quand on aborde les problèmes d'économie monétaire, d'un monétaire, on utilise un certain nombre de notions, de concepts qui ne sont pas accessibles à un large public. Et je dois dire également, on a tendance à produire, si vous voulez, un langage ésotérique et pas, si vous voulez, ça n'aide pas à transmettre le message avec suffisamment de clarté. Cependant, je vais essayer de concilier entre une approche fondée sur un minimum de rigueur scientifique et un souci de clarté. En quelque sorte, on va essayer de faire un peu de vulgarisation scientifique. Évidemment, pour les écoles, pour les étudiants qui sont en spécialité, pour les étudiants de l'USCF qui sont en spécialité, le problème ne se pose pas puisqu'ils ont eu l'occasion de découvrir ce type de thème durant leur cursus, durant leur formation. Dans la première contrainte, donc, c'est la complexité du sujet. Deuxième contrainte, elle est liée à la Banque d'Algérie. Il faut dire que cette institution nous a habitués par le passé à produire une information qui, quand même, nous permettait de décrypter la situation monétaire du pays. Il se trouve que depuis 2 années, la Banque d'Algérie est devenue une grande muette. Et quand il lui arrive de produire, de communiquer une information, il faut dire qu'elle est distillée au compte-gouttes. Et ça représente un handicap d'abord pour les acteurs économiques, pour les entreprises, pour les banques, qui se voient ainsi, si vous voulez, qui connaissent un déficit de visibilité en l'absence d'une information sur un secteur aussi important que la monnaie, évidemment pour les acteurs économiques. Donc, ça crée un flou et ça fait naître un manque de visibilité. Deuxièmement, il faut dire que pas d'information, même concernant les interventions de la Banque d'Algérie qui sont imposées par la loi, par la réglementation. Je fais allusion notamment à l'intervention du gouverneur de la Banque centrale devant l'APM. Et pour l'année 2020, cette intervention n'a pas eu lieu, alors que la loi y oblige. Deuxième chose, la publication des bilans de la Banque d'Algérie. Le dernier bilan publié sur le journal officiel remonte à novembre 2020. Et jusqu'à ce jour, donc, on n'a eu droit à aucun autre bilan. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, je voulais quand même préciser ces contraintes qui font que, pour traiter ce sujet, on n'est pas très à l'aise. Alors, revenons un petit peu donc à notre thème. Le thème, au cours de l'année 2019, c'est-à-dire ça fait maintenant un peu plus d'une année, les Algériens, les salariés, les retraités, etc., ont éprouvé toutes les peines du monde à retirer de l'argent auprès des banques et surtout auprès des agences postales. Il faut dire que c'est qu'une fois, lorsque le problème a touché donc le citoyen de manière générale, donc c'est ça qui a fait qu'il y a eu une forte médiatisation par rapport à ce sujet et que c'est devenu un thème de grande actualité. Cela ne veut pas dire que le problème de liquidité est né en 2020. Il a connu une amplification. On verra tout à l'heure quelles sont les causes qui sont à l'origine de cette amplification. On va commencer pour aborder ce sujet. Je vais essayer de l'aborder en 2 points. Le premier point, les déterminants de la liquidité bancaire, et le deuxième point, la problématique de la liquidité dans l'économie algérienne. Alors,
pour aller, si vous voulez, un petit peu pour simplifier les choses, on parle de liquidité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par liquidité bancaire? Pour le commun des mortels, pour le citoyen lambda, la liquidité, si vous voulez, elle est réduite à l'argent que nous utilisons tous les jours sous forme de billets. C'est vrai que la Banque centrale est l'institution qui émet des billets et elle a le monopole de l'émission de ces billets. Donc, on peut dire que les billets sont une première composante de la liquidité bancaire. Il existe cependant une deuxième composante qui est beaucoup moins connue. C'est ce qu'on appelle la monnaie centrale scripturale. C'est quoi? C'est tout simplement les avoirs, les dépôts à vue détenus par les banques et les établissements financiers auprès de la Banque d'Algérie. Il faut savoir que chaque banque est tenue d'avoir un compte auprès de la Banque d'Algérie. Les banques, les établissements financiers, le Trésor. Et donc, au niveau de ces comptes-là, chaque institution dispose d'avoirs. Et ce sont ces avoirs-là qui permettent donc de mesurer donc, le niveau de liquidité de chaque établissement. Donc, ce qu'on appelle liquidité en réalité, c'est tout simplement la monnaie banque centrale. La monnaie banque centrale constitue des billets et des avoirs des établissements financiers donc, auprès de la Banque d'Algérie. Alors, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt, donc, si vous voulez, quelle est la finalité pour une banque de détenir des réserves en monnaie banque centrale, c'est-à-dire de détenir une liquidité? Il faut dire que la liquidité bancaire, pour un établissement bancaire financier, permet de satisfaire un certain nombre d'exigences et de contraintes. La première exigence, c'est de satisfaire, c'est d'effectuer les paiements interbancaires. Ces paiements qui résultent principalement des opérations induites par la compensation interbancaire. Il faut savoir qu'entre les banques, les opérations qui se déroulent quotidiennement et que les banques s'échangent dans le cadre de réunions au niveau de la chambre de compensation, s'échangent l'ensemble des chèques émis par elles. Et il peut arriver qu'une banque peut avoir un solde négatif vis-à-vis d'une autre banque. Le règlement de ce solde s'effectue par l'intermédiaire, donc par le recours donc, au compte des établissements financiers auprès de la Banque d'Algérie. Donc ça, c'est la première finalité, la première fonction, si vous voulez, de la liquidité bancaire. La deuxième finalité, la deuxième exigence auquel donc, doivent répondre les établissements financiers, c'est de pouvoir disposer des billets de façon à satisfaire la demande de la clientèle. Lorsque vous vous présentez auprès d'une agence bancaire et que vous retirez de l'argent, il est clair que le banquier n'a pas à vous dire on n'a pas d'argent. Même si, effectivement, ce type de situation dans notre pays donc existe et parfois même connaît une certaine ampleur. Donc, les banques sont tenues, donc, si vous voulez, de pouvoir acquérir des billets auprès de la Banque d'Algérie, acheter les billets en utilisant leur compte auprès de la Banque centrale. La troisième finalité, c'est donc pour les banques d'avoir de la liquidité bancaire, donc c'est de pouvoir satisfaire à la réglementation en matière de constitution de réserves obligatoires. Donc, on comprend, si vous voulez, tout de suite qu'il est vital pour une banque de disposer d'une liquidité pour satisfaire à ses exigences. Si la banque connaît un excédent de liquidité, le problème ne se pose pas pour elle, donc elle n'a pas besoin du concours de la Banque centrale. Elle a un excédent de liquidité et donc le moment venu, quand elle veut donc financer certaines opérations, elle utilise son excédent de liquidité. Dans le cas où c'est l'inverse, c'est-à-dire elle a un déficit en liquidité, à ce moment-là, la banque est tenue, les banques commerciales sont tenues de s'adresser à la Banque d'Algérie, donc pour
disposer de la liquidité, c'est-à-dire demander à la Banque d'Algérie des concours, des crédits bancaires, et donc la Banque d'Algérie, à ce moment-là, les finance pour pouvoir disposer de cette liquidité. Donc, on peut dire que déjà, donc, chaque banque est tenue donc, de disposer d'une réserve, en monnaie banque centrale. À partir de là, on comprend tout de suite que la Banque d'Algérie, quand elle crée de la monnaie, soit sous forme de billets, quand elle émet des billets, soit lorsqu'elle accorde des crédits aux banques commerciales, cette création de banque par la Banque d'Algérie ne se fait pas directement en direction des agences économiques non financiers. La Banque centrale, quand elle émet des billets, cette émission, l'approvisionnement de l'économie en billets s'effectue, transite par les banques. Donc, il n'y a pas une injection directe qui est assurée par la Banque d'Algérie. Cela nous permet de dire que la Banque d'Algérie crée de la monnaie pour répondre aux besoins des banques commerciales. Pourquoi? Pour la simple raison que les banques commerciales sont également des institutions créatrices de monnaie. Elles créent de la monnaie sous forme scripturale. Lorsqu'elles exemptent des crédits aux entreprises. On a tendance parfois à croire que lorsque les banques accordent des crédits aux entreprises, ces crédits nécessitent au préalable la constitution de ressources par les banques. Ce n'est pas exact. Donc, la banque, quand elle accorde un crédit, c'est la création, c'est l'octroi de ce crédit qui va donner naissance à l'apparition d'une monnaie sous forme scripturale, c'est-à-dire à la création de nouveaux dépôts. Donc, ce ne sont pas les dépôts qui entraînent la création de monnaie, ce sont les crédits qui donnent lieu à la création de monnaie. Or, il se trouve que lorsque les banques créent de la monnaie scripturale, il arrive un moment où cette monnaie scripturale doit être convertie en monnaie banque centrale. Et c'est là, si vous voulez, qu'intervient la banque centrale qui doit satisfaire la demande des banques commerciales lorsque il y a le passage de la monnaie scripturale à la monnaie banque centrale. Donc, l'initiative de la création de la monnaie revient d'abord aux banques commerciales et ensuite la banque centrale donc, satisfait le besoin de ces banques. Donc, si vous voulez, j'ai essayé un petit peu d'apporter un certain nombre de clarifications sur la notion de liquidité bancaire. Logiquement, heureusement, dans ce cadre de ce webinaire, il n'est pas possible de le faire. Logiquement, parce qu'on veut aborder le sujet de la liquidité bancaire, il faut au préalable expliquer le processus de création de monnaie. Et là, je l'ai à peine effleuré uniquement pour montrer le lien qui existe entre la liquidité bancaire et la création de monnaie. Maintenant, je vais aborder le premier point, les déterminants de la liquidité bancaire. Alors là, on va se poser la question, quels sont les facteurs qui influencent la liquidité bancaire? Qu'est-ce qui fait que la liquidité bancaire peut augmenter ou peut diminuer? Je vais tout de suite donc dire qu'il y a deux types de facteurs qui influencent la liquidité bancaire. Il y a en premier ce qu'on appelle les facteurs autonomes de la liquidité bancaire. Et en second lieu, il y a les facteurs institutionnels. Donc, on va commencer d'abord par expliquer donc l'impact des facteurs autonomes de la liquidité bancaire. Ils sont au nombre de 3. Le premier facteur autonome de la liquidité bancaire, ce sont les avoirs en devises, ce sont les réserves de change. Il faut savoir que lorsque le système bancaire dispose de réserves de change, que ce soit au niveau de la banque centrale ou même au niveau des banques commerciales,
lorsque ces réserves de change sont converties en monnaie nationale, c'est-à-dire en dinars, cette conversion donne lieu à une augmentation de la liquidité bancaire. Bon, je vais prendre un exemple pour illustrer ce propos. Prenons le cas d'un exportateur. Un exportateur qui a vendu une marchandise à un étranger, un acheteur étranger, et donc il reçoit, il reçoit un règlement en devise. Si l'exportateur cède sa créance en devise à une banque, donc il remet les devises à la banque, il reçoit en contrepartie des dinars. Là, on dit qu'il y a création de monnaie en contrepartie de devises et cette création de monnaie en contrepartie de devises va alimenter la liquidité de la banque, puisque la banque reçoit les devises, elle donne des dinars. Évidemment, si les dinars restent au niveau de la banque, c'est tant mieux pour la banque puisque l'argent ne sort pas. Donc, ça améliore son niveau de liquidité. Maintenant, si l'argent quitte la banque, c'est autre chose, ça diminue son niveau de liquidité. Donc, disons que toutes les opérations, toutes les conversions, on dit plus précisément la monétisation, lorsqu'il y a monétisation des avoirs en devises, c'est-à-dire transformation des devises en monnaie nationale, cela impacte la liquidité et donne lieu à une augmentation de cette liquidité. Donc ça, c'est le premier facteur autonome. J'ai oublié peut-être de clarifier l'idée de facteur autonome. Pourquoi on dit facteur autonome? Parce que tout simplement, ces facteurs autonomes de liquidité bancaire, cela veut dire que les banques vont bénéficier, vont enregistrer un afflux de liquidité sans qu'elles aient demandé cette liquidité. C'est-à-dire qu'elles vont être alimentées en liquidité alors qu'elles n'ont pas exprimé le besoin de cette liquidité. Donc, lorsque je convertis des devises en dinars, donc là, c'est un afflux de liquidité pour la banque, mais alors que la banque n'a pas, donc, si vous voulez, émis le vœu de recevoir cette liquidité. C'est pour ça qu'on parle de facteur autonome. Ça, c'est le premier facteur autonome. Le deuxième facteur autonome, si vous voulez, ce sont les crédits de l'État, ce sont les dépenses, la dépense publique de l'État. Il faut voir que là aussi, lorsque l'État effectue des dépenses, et dans le cas où il y a un déficit budgétaire, c'est-à-dire lorsque les recettes fiscales sont inférieures aux dépenses, on dit qu'il y a déficit budgétaire. Si ce déficit budgétaire est financé par un recours à la création monétaire, par exemple la Banque d'Algérie fait des avances au Trésor, donc ce mode de financement va alimenter la liquidité bancaire. Donc là aussi, pour illustrer ce propos, je vais prendre un exemple. Un entrepreneur qui a réalisé un projet dans le cadre d'un marché avec l'État, construction d'une école, d'un hôpital, etc. Une fois le projet achevé, cet entrepreneur est réglé par le Trésor. On sait que le Trésor, c'est la personnalité financière de l'État. Si notre entrepreneur possède un compte au niveau du Trésor, le Trésor effectue un virement dans le compte de l'entrepreneur, l'argent reste à l'intérieur du Trésor, il n'y a pas de fuite. En revanche, si l'entrepreneur possède un compte dans une banque, à ce moment-là, donc, le virement que fait le Trésor va donner lieu à une sortie du trésor, de l'argent du Trésor vers la banque. Là, on parle de fuite monétaire. Donc, il y a un afflux de liquidité vers la banque sans que la banque ait exprimé le besoin de cette liquidité. Donc, le deuxième facteur autonome de la liquidité bancaire après les réserves de change, si vous voulez, c'est la dépense publique. Lorsque l'État effectue des dépenses publiques financées par de la création monétaire, donc ça donne lieu à une augmentation de la liquidité bancaire. Le troisième facteur autonome, ce sont les mouvements de billets. Les mouvements de billets. Lorsque vous allez vers une banque et que vous versez une somme d'argent, le banquier donc reçoit cette somme d'argent sous forme de billets et donc il va
L'enregistré va l'inscrire sur votre compte. Donc, il y a une transformation de votre somme en billets d'argent en dépôt à vie. Donc, l'entrée de ces billets au niveau de la banque va contribuer à l'augmentation de la liquidité bancaire, puisque la banque elle a reçu des billets. Elle a reçu des billets et ça, donc c'est une bonne chose pour elle, puisque ça augmente son niveau de liquidité. En revanche, si l'argent sort de la banque, ça entraîne une baisse de la liquidité bancaire. Donc, on peut dire que, globalement, la monétisation des réserves de change, en réalité, chez nous, on peut dire monétisation de la rente, puisque les réserves de change sont générées par une rente par la production et l'exportation des hydrocarbures. Donc, la monétisation des réserves de change, la dépense publique et le mouvement de billets sont les trois facteurs autonomes qui agissent, qui influencent la liquidité bancaire. Donc, ça donne lieu à une création de monnaie. Donc, création de monnaie qui va impacter la liquidité bancaire. Il y a le phénomène inverse. Le phénomène inverse qui peut entraîner une baisse de la liquidité bancaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle une destruction de la monnaie qui fait baisser la liquidité bancaire. Et donc, là, c'est par exemple lorsque vous remboursez un crédit. Ici, tout à l'heure, j'ai dit quand vous avez un crédit, c'est une création de monnaie qui entraîne une augmentation de la liquidité, mais quand vous remboursez un crédit, donc là, on peut dire qu'il y a destruction de la monnaie, ça fait diminuer la quantité de monnaie en circulation. Voilà donc un petit peu, si vous voulez, sur comment dirais-je, les facteurs qui, autonomes qui influencent sur la liquidité bancaire. Alors, pour les facteurs institutionnels, ils sont au nombre de deux. Nous avons donc le taux de réserves obligatoires. Vous savez que les banques sont soumises à une réglementation stricte de la part de la Banque d'Algérie et qui consiste pour elles à détenir un pourcentage de l'ensemble de leurs dépôts auprès de la Banque d'Algérie. C'est ce qu'on appelle la constitution de réserves obligatoires et on applique un taux. Ce taux actuellement, il est de 2%. Le deuxième facteur institutionnel qui influence la liquidité bancaire, c'est le besoin de refinancement des banques. C'est quoi? Lorsque les banques ne disposent pas d'un excédent de liquidité, elles s'adressent à la Banque d'Algérie. Par quel mécanisme la Banque d'Algérie va-t-elle alimenter ces banques en liquidité? Nous avons une banque qui accorde un crédit à une entreprise. Lorsque la banque accorde un crédit à une entreprise, elle émet au moment un effet représentatif de ce crédit. Elle le garde dans son portefeuille. Si la banque est confrontée à son tour à un besoin de liquidité, avant le remboursement du crédit, elle va s'adresser à la Banque d'Algérie, elle lui remet l'effet représentatif du crédit qu'elle a accordé et elle reçoit des crédits de la Banque d'Algérie, c'est-à-dire elle est approvisionnée en liquidité par la Banque d'Algérie. Donc on dit que la Banque centrale refinance les banques commerciales. Les banques commerciales financent les entreprises et la Banque centrale refinance les banques commerciales. Voilà donc ce qu'on peut dire, si vous voulez, de manière assez succincte, donc sur les déterminants de la liquidité bancaire. Et je vais aborder le second point, le problème de la liquidité bancaire dans l'économie algérienne. Et là, je vais te demander, Maya, d'afficher le document. Maya. D'accord, Maya. donc je vais afficher le document sur la liquidité bancaire. Ouais. Merci. Donc, un moment, je vais partager l'écran. Vous me dites si vous recevez. Voilà. Est-ce que c'est visible pour vous?
Ah, pour moi, c'est pas visible. Mais Oui, non, le problème ne se pose pas pour moi. Voilà, c'est bon. Maintenant, c'est visible. Maintenant, c'est visible. Très bien. Très bien. Et j'espère que c'est visible pour les autres. très bien, parfait. Maya, Oui, oui, ils ont est-ce que c'est notifié ça. visible pour les autres? Très bien. Oui, Voilà, oui, d'accord. c'est le cas, Donc, monsieur le Mouchi. voilà, si vous voulez, pour expliquer. Oui. Donc, pour expliquer un petit peu, si vous voulez, l'évolution de la liquidité bancaire en Algérie depuis 2012 jusqu'à 2020. Sur ce graphique, j'ai fait représenter, les bâtonnets bleus représentent l'évolution de la liquidité. Ici, donc, j'ai fait représenter la liquidité globale, hein, en matière de liquidité bancaire. Il faut qu'on vous lise le bilan de la banque Péri. Il y a deux lignes. Il y a une ligne liquidité bancaire, il y a une deuxième ligne reprise de liquidité. On fait la somme des deux et on obtient la liquidité globale. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique? Donc, les bâtonnets bleus représentent l'évolution de la liquidité et la courbe en rouge représente l'évolution des réserves de change. Et là, au regard de ce graphique, on comprend tout de suite qu'il y a, donc si vous voulez, un lien, on peut dire que pour reprendre, si vous voulez, le langage statisticien, il y a un coefficient de corrélation linéaire positive entre l'évolution des liquidités et des réserves de change. C'est-à-dire, lorsque les réserves de change augmentent, la liquidité augmente. Lorsque les réserves de change diminuent, la liquidité diminue. On confirme un petit peu ce que je disais tout à l'heure en disant que la liquidité est le résultat de la monétisation des réserves de change. On remarque que, par exemple, de 2012 jusqu'à 2016, au fur et à mesure que l'on assiste à une baisse de la liquidité, plutôt au fur et à mesure qu'on assiste à une baisse des réserves de change, on constate une baisse de la liquidité bancaire. Et cela jusqu'en 2016. Maintenant, en 2017, il y a un changement. Et qui pourrait faire croire qu'il y a contradiction entre ce que je viens d'énoncer, puisque, en dépit de la baisse continue des réserves de change, la liquidité s'est remise à augmenter. Tout simplement parce qu'en 2017, le gouvernement étant confronté à une crise financière et n'ayant plus les moyens de satisfaire, de répondre aux besoins à la fois de l'État et aux besoins des banques, financement du déficit budgétaire, approvisionnement des banques en liquidité. Donc, en 2010, le gouvernement a amendé la loi sur la monnaie et le crédit pour faire actionner la planche à billets. Et c'est l'intervention de la planche à billets en 2017 qui explique donc cette nouvelle remontée dans la liquidité bancaire, et cela va continuer qu'en 2019. En 2019, le gouvernement décide de suspendre la planche à billets et à partir de 2020, donc, les autorités vont essayer donc de trouver d'autres moyens donc pour combler ces déficits. Bon, maintenant, Maya, maintenant, je pense qu'on peut. Maya, C'est le Maya, partage et je vous cède la parole à nouveau. Maya. Maintenant, tu peux éliminer Oui, le. je, C'est bon. oui, je viens d'arrêter. Voilà, Je viens d'accord. d'arrêter le partage. Bien. Alors, donc, voilà, c'est bon, maintenant, c'est bon. On n'a plus besoin de ce document, hein. Très bien, voilà, merci. Très bien. Donc, alors, à partir de 2020, on suspend la planche à billets et que fait le gouvernement? Essayer de compenser donc le fait d'avoir la planche à billets. Alors, il va mettre en œuvre un certain nombre d'artifices
Pardon, je vais essayer. Un problème. J'ai un problème, je n'arrive pas à réouvrir. Bon, voilà, je pense que c'est rien que de savoir. Voilà, donc, à partir de 2020, donc, la Banque d'Algérie va donc mettre en œuvre de nouvelles pour financer le déficit budgétaire et par la même occasion, donc, relever le niveau de liquidité des banques. Parmi ces mesures, il y a le versement de dividendes de la Banque d'Algérie à l'État. Il faut savoir que la Banque d'Algérie est une institution qui est détenue par l'État à 100%. Évidemment, la Banque d'Algérie réalise des bénéfices et donc ces bénéfices peuvent être affectés sous forme de dividendes à l'État algérien. Et c'est ainsi qu'en 2020, donc en réalité, ça fait maintenant quelques années pour atténuer la contrainte inhérente au déficit budgétaire, pour atténuer l'ampleur du déficit budgétaire, ça fait quelques années que la Banque verse des dividendes à l'État. Je vous donnais simplement un chiffre. Entre 2016 et 2020, la Banque d'Algérie a versé au Trésor public l'équivalent de 3500 milliards de dinars. Ça, c'est uniquement sous forme de dividendes. Donc, grâce à ces dividendes, donc, on augmente les recettes de l'État et ainsi, on arrive à combler, dans une certaine mesure, partiellement le déficit budgétaire. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure qui a été prise en 2020 pour penser le fait d'avoir suspendu la planche à billets, c'est la dépréciation du dinar. Donc, si vous avez pu le noter, en 2020, il y a eu, donc, si vous voulez, une dépréciation du dinar vis-à-vis des principales devises, notamment vis-à-vis du dollar, de l'euro, et cette dépréciation du dinar, donc, si vous voulez, ça permet à l'État d'augmenter ses recettes. Parce que, évidemment, vous exportez des produits, des voitures. Si vous faites baisser la valeur du dinar par rapport au dollar, ça vous permet, donc, quand vous convertissez ces dollars en dinars, ça augmente donc les recettes de l'État. Ce qui m'amène à dire que entre la planche à billets, le recours aux dividendes, la dépréciation du dinar, il n'y a aucune différence. On est toujours dans la planche à billets parce que on utilise des artifices pour augmenter une richesse monétaire qui ne reflète pas la création de richesse réelle. Les recettes de l'État n'augmentent pas en raison d'une augmentation de la production, d'une croissance du PIB réel. C'est simplement un artifice donc qui permet donc de sérieux. On est dans une situation de création monétaire, comme on dit, ex nihilo, c'est un financement monétaire, c'est un financement qui s'opère sur les ressources monétaires de la Banque d'Algérie et donc ce mode de financement peut avoir donc des conséquences désastreuses pour l'économie nationale. Donc, on va maintenant, voilà, donc si vous voulez, on a vu comment a évolué la liquidité bancaire donc entre 2012 et 2019. Qu'est-ce qu'on peut dire, en tirer comme conclusion? On constate que la crise de liquidité est antérieure à la Covid-19, puisque lorsque en 2020, la crise de liquidité s'est amplifiée et qu'elle a touché la grande majorité des citoyens, on a essayé de chercher une explication comme quoi c'est un problème de logistique lié au transport, à l'approvisionnement et au transport de billets et que cela est dû au confinement induit par la Covid-19. Non, je suis désolé. La Covid-19 a été un facteur tout simplement aggravant. Ça a fait amplifier la crise de liquidité, mais la crise de liquidité est antérieure elle est antérieure à la Covid-19. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la Covid-19
à son tour, comment elle va impacter la liquidité? Il y a eu un ralentissement de l'activité à cause de la crise sanitaire. Ce ralentissement de l'activité a fait que des entreprises ont fermé, des travailleurs se sont retrouvés en chômage. De sorte que les entreprises qui, par le passé, possédaient des excédents de trésorerie et versaient quotidiennement ces excédents de trésorerie aux banques, ça permettait d'alimenter les banques en liquidité. Mais avec l'impact de la Covid-19, donc, les entreprises ne possèdent plus d'excédents de trésorerie et par conséquent, pour les banques, c'est un manque à gagner en matière de liquidité. Le deuxième facteur, c'est le développement du chômage. Avec la fermeture d'un certain nombre d'entreprises, le ralentissement de l'activité économique, il y a eu donc un chômage plus important, de sorte que les travailleurs qui ont perdu leur emploi, donc ont perdu leurs revenus, et ont été contraints de puiser dans leur épargne pour subvenir à leurs besoins et celles de leur famille. Et c'est ce qui a amené donc de nombreux Algériens à aller vers Algérie Post et vers les banques pour retirer tout simplement leur épargne, pour retirer leur argent. Et ce retrait d'argent a provoqué une baisse de la liquidité au niveau des banques. Donc, voilà, si vous voulez, un petit peu comment j'essaie d'expliquer l'impact de la pandémie sur la liquidité. Alors, en 2020, la Banque d'Algérie va essayer, donc, pour atténuer donc, les effets de cette crise, va prendre un certain nombre de mesures. Je ne vais pas donner le détail de ces mesures. Je vous renvoie aux notes de la Banque d'Algérie qui ont été publiées sur le second semestre 2020. La Banque d'Algérie donc va essayer donc après des mesures pour faciliter l'accès des entreprises au crédit par l'assouplissement des conditions de refinancement, la baisse du taux de réserve obligatoire. Il faut préciser que le taux de réserve obligatoire qui était de 12% en février 2019, a baissé à 2% en février 2020. Donc, c'est une baisse extrêmement importante. Est-ce que les mesures de la Banque d'Algérie ont amélioré la situation? Là, donc, il y a de quoi douter donc, de ces mesures. Et moi, je dis que ces mesures, tout simplement, c'est comme si on utilise du paracétamol pour soigner des maladies chroniques. Pourquoi? Parce que la crise de liquidité, le problème de liquidité est l'expression d'une crise monétaire. Et la crise monétaire est l'expression d'une crise économique. Voilà le fond du problème qui se pose dans notre... La crise économique, c'est quoi? C'est que tout simplement, les entreprises n'investissent plus depuis un certain nombre d'années. Quand on n'investit pas, les entreprises n'ont plus besoin de demander de crédit à la banque. Il y a une baisse donc de la demande de financement des entreprises auprès des banques. Et cela va impacter les banques dans la mesure où ça va réduire leur capacité à solliciter leur possibilité à demander des crédits à la Banque d'Algérie. Parce que la Banque d'Algérie, quand elle refinance les banques, elle ne le fait pas gratuitement. Elle le fait en contrepartie d'actifs détenus par les banques. Et ces actifs, donc, si vous voulez, sont le résultat des concours que la banque apporte aux entreprises. Donc, le fond du problème, il est là. Donc, on est dans une crise économique qui s'explique par le fait que le premier niveau de l'investissement. On n'arrive pas à enclencher une dynamique économique en essayant, donc, si vous voulez, d'agir sur l'investissement pour produire plus et en produisant plus à ce moment-là, ça permet, donc, si vous voulez, de résoudre le problème de la crise monétaire et de liquidité. Donc, je vais passer, je ne sais pas, il faut me dire, parce que je risque de dépasser le temps qui m'est imparti. Hein? C'est toujours un plaisir de vous entendre, donc, monsieur. On est avec vous. Non,
Voilà. Normalement, on a atteint le max, mais on a toujours envie de vous entendre. C'est vraiment un plaisir d'être là, Merci, à c'est vous très gentil. entendre, Merci, à nous éclairer. Voilà, donc merci, vous avez la parole. merci. C'est très gentil. Donc, il faut dégripper, il faut la machine économique dans notre pays est grippée, il faut la dégripper. Bon, maintenant, pour aller vite, et donc, si vous voulez, c'est en même temps une manière de conclure. Notre système monétaire et financier, donc, on est vide, si vous voulez, il est victime d'un terrible dilemme. Soit on a une liquidité abondante qui résulte de la monétisation de la rente, de la monétisation des réserves de change, et lorsque ces réserves de change diminuent, on s'adresse à la Banque d'Algérie, c'est-à-dire on sollicite les ressources de la Banque d'Algérie. C'est un terrible dilemme. Comment sortir de ce dilemme? Moi, je dis que si l'on veut réformer le système monétaire et financier, s'il faut donc sortir de ce dilemme, pour sortir de ce dilemme, il faut construire une troisième alternative, donc qui nous libère de ces deux contraintes. D'un côté, donc les avoirs en devise, de l'autre côté, la Banque d'Algérie, et promouvoir un système monétaire qui mobilise donc les ressources, qui mobilise donc, si vous voulez, des fonds prêtables qui sont représentés par toute cette richesse monétaire qui circule en dehors du système bancaire. Il faut vers un développement de la finance indirecte, vers un développement de l'intermédiation bancaire, en menant une lutte. Et là, il faut beaucoup de volonté politique. Hein. Moi, je vous dis tout de suite, on a tendance à présenter ça comme étant un problème technique, financier, etc. C'est un problème politique, c'est une volonté politique. Et il faut recycler les capitaux qui circulent dans le secteur informel. Et il faut lutter contre la thésaurisation, le fait que les Algériens préfèrent garder leur argent dans un bas de laine. Pour vous donner une idée sur les capitaux qui circulent dans le secteur informel. Dans un rapport publié par la Banque d'Algérie, il est mentionné que sur l'ensemble de la monnaie fiduciaire qui est en circulation, qui atteint en décembre 2020 à peu près 6 140 milliards de dinars, 60% de ces 6 140 milliards de dinars, donc si vous voulez, représentent des capitaux qui sont recyclés par de puissants lobbies financiers dans le secteur formel. Les 40% restants, ça représente tout simplement, si vous voulez, les encaisses de transactions, c'est l'Algérien moyen, le titulaire du petit revenu, donc qui quand même doit posséder d'une encaisse pour acheter, pour se nourrir, etc. Donc, il y a d'abord il faut d'abord donc lutter contre l'économie informelle, donc qui représente une source importante des sorties d'argent du circuit bancaire. À quoi bon créer de la monnaie qui va quitter le secteur bancaire et alimenter le secteur informel? Donc, pour parvenir à lutter, donc, à mobiliser ces encaisses monétaires qui se trouvent en dehors du circuit bancaire, il faut impérativement prendre des mesures, pas des mesures aux effets superfétatoires, mais des mesures qui seront très efficaces pour lutter contre l'exclusion financière. On parle tous les jours de l'argent qui circule en dehors des banques. Mais alors, on se demande, que font les banques? Quelles sont les stratégies que les banques doivent élaborer pour attirer cet argent vers le système bancaire? Quand on sait que nous avons une agence en 2019, et je pense que c'est toujours aussi en 2020, nous avons une agence pour 27 587 habitants. Alors que la norme dans le monde, c'est une agence pour 5 000 habitants. Lorsque vous avez un bonhomme qui habite un petit village et qui doit effectuer 50-100 km pour ouvrir un compte dans une agence bancaire, il ne le fera jamais. Donc,
c'est multiplier, donc, si vous voulez, les agences bancaires de façon à faciliter l'accès des Algériens, donc, si vous voulez, à la bancarisation. Il faut savoir que, selon une étude de la Banque mondiale, financée par la fondation financée par Bill Gates et son épouse Melinda, je ne sais pas qui, le Mohim, 57% de la population algérienne adulte, c'est-à-dire la population algérienne âgée de plus de 15 ans, n'a pas de compte bancaire. Elle est exclue du système financier, 57%. Et si on prend par exemple le cas des femmes, c'est 60%, 71% des femmes sont exclues du système financier. Et alors comment peut-on, si vous voulez, comment peut-on aller vers une bancarisation? Comment peut-on prôner la numérisation, la digitalisation des moyens de paiement, alors qu'à la base, on n'a pas créé les conditions pour permettre aux Algériens, donc si vous voulez, de pouvoir bénéficier de ces nouvelles technologies et donc d'utiliser des moyens de paiement plus modernes. Bon, je m'arrête donc, si vous voulez, je ne vais pas aller plus loin pour permettre quand même qu'à des gens, éventuellement, s'il y a des gens qui veulent débattre. Donc, premier axe, développer l'intermédiation bancaire en augmentant l'inclusion financière ou en luttant contre l'exclusion financière. Et donc, je m'arrête là, Maya. Donc, je termine tout simplement pour dire que le problème de fond, c'est que nous avons une crise économique, laquelle crise économique est en train d'impacter le système monétaire et l'impact sur le système monétaire, évidemment, impacte la liquidité bancaire et je vous remercie. Merci, cher Monsieur Mouchi, pour cette brillante intervention. Donc, vous avez vraiment vulgarisé le sujet et on a pu suivre et on a pas mal de questions. Donc, avant de poser les questions, donc je rappelle à nos chers participants de noter leurs questions et ils peuvent les soumettre ou bien les rédiger dans la partie chat ou alors prendre la parole après l'avoir demandé. Alors, il y a notre collègue Rima Al-Abed qui n'a pas manqué de vous accueillir. Donc, elle vous écrit, elle est très contente de vous avoir avec nous. Je crois qu'elle a un problème de microphone. Donc, elle vous passe le bonjour. Je la salue. On va prendre la première question de Monsieur Youssef Belchili. Est-ce que les impayés importants qui ont touché les crédits des banques ont les crédits des banques ont influé sur la liquidité de ces dernières? Voilà. Oui. Évidemment, c'est vrai que lorsque les banques financent les entreprises publiques ou privées, hein, il y a une création de monnaie. Et donc, ça alimente la liquidité. Si les entreprises, les bénéficiaires de ces crédits ne remboursent pas les crédits, évidemment, ça met les banques dans une situation délicate. C'est-à-dire que vont s'exposer à un risque d'illiquidité. Je vous ai donné un crédit, vous n'avez pas remboursé ce crédit. Et donc, je m'expose à un risque. Si le crédit n'est pas remboursé à l'échéance, déjà, donc, la banque s'expose à un risque d'illiquidité. Et ce risque d'illiquidité peut causer donc des effets encore plus graves et qui peuvent conduire jusqu'à la faillite de la banque. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux flux. Il y a les flux monétaires donc entrants, il y a les flux monétaires sortants. Et si les flux monétaires sortants, donc si vous voulez, les flux monétaires entrants sont inférieurs aux flux monétaires sortants, évidemment, il y a un déséquilibre qui fait que ça entraîne un déficit en liquidité. Donc, le remboursement des crédits pour une banque, chose de vital, c'est la raison pour laquelle donc il y a toute une réglementation prudentielle qui fait que l'autorité monétaire veille scrupuleusement à ce que les banques fassent extrêmement attention lorsqu'elles accordent des crédits à des opérateurs économiques. Ça, c'est en théorie, hein. Dans la pratique, c'est autre chose.
Merci, Monsieur Mouchi. Je cède la parole à notre alumni Inès Benatia. Oui, تفضلي Inès. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Moi, je vous entends. Ah, très bien. Bonjour Monsieur Mouchi, c'est un plaisir de vous entendre à nouveau. Bonjour Inès. Bonjour Madame Benabdelhafed, je salue également tous les participants. Ça me fait plaisir de participer à ce webinaire. Alors, j'aurais deux questions à vous poser. La première, c'est concernant le pronostic prononcé par certains organismes internationaux quant à la situation financière de l'Algérie. Alors, ce pronostic dit que compte tenu des réserves de change et du niveau des exportations, ces réserves de change devraient s'épuiser d'ici le deuxième trimestre de l'année 2022. Alors, à votre avis, à quel point ce pronostic est-il réaliste? La deuxième question, c'est en ce qui concerne la numérisation. À votre avis, est-ce que c'est une solution de fond ou simplement une solution de forme, c'est-à-dire temporaire? La numérisation, c'est ça. Elle a dit numérisation. Oui, la numérisation du secteur bancaire, en particulier des moyens de paiement. Oui, bien sûr. Très bien. Alors, pour la première question, si vous voulez, concernant les prédictions que l'on peut faire sur l'évolution de la situation financière en Algérie, lorsque la Banque d'Algérie et le FMI font des études, établissent des projections, il serait maladroit de mépriser donc les projections que font ces institutions. Parce que lorsque l'Algérie sera dans l'obligation de solliciter des financements extérieurs, tous les bailleurs de fonds dans le monde vont d'abord apprécier la situation de l'Algérie au travers des rapports établis par le FMI et la Banque mondiale. Donc, il faut prendre très au sérieux donc, les projections de ces grandes institutions financières internationales. C'est vrai que les prévisions établies par le FMI et la Banque mondiale d'ici 2026, d'ici 2026, c'est vrai que ça ne prête pas à l'optimisme. Lorsqu'on a un pays qui va croître pratiquement entre 2022 et 2026, un PIB qui ne dépasse pas les 1,5%, il y a de quoi s'inquiéter donc sur la situation du pays. Donc, moi je dis que il faut qu'on fasse, il faut qu'on revienne, donc si vous voulez, à une démarche en étant à la fois modeste, humble, en essayant de produire une information objective. Et si le but est de vouloir tromper l'Algérien en essayant de masquer la réalité économique et financière du pays, moi je pense que c'est irresponsable. Donc, il faut le dire. Quand on sait par exemple qu'on a dit qu'en 2020, les exportations hors hydrocarbures vont augmenter de 5 milliards de dollars. On est maintenant, en juin, pratiquement, c'est la moitié de l'année qui s'est écoulée. Et d'après les derniers chiffres publiés il y a 2 ou 3 jours par certaines organisations patronales, on est à peine à 2 milliards, à moins de, on est même pas. Donc, on est à 1 milliard de dollars. Donc, comment arriver à 5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année? Je ne sais pas. Donc, pour la première question, donc, moi, je pense qu'il y a une évolution. Les projections donc font que nous risquons de connaître des moments difficiles, d'autant plus que jusqu'à ce jour, on n'a pas un programme de réforme qui peut susciter de l'espoir et permettre au pays donc de s'installer sur une trajectoire économique nouvelle. C'est ça donc si vous voulez la grande difficulté. Sur la numérisation, évidemment, la numérisation, ça permet à l'argent de continuer à circuler à l'intérieur des banques. Et ça, plus on numérise et plus donc on consolide
la situation du secteur bancaire, on consolide sa liquidité. Ça permet donc de lutter contre l'usage plus qu'excessif de la monnaie fiduciaire. Et il faut dire que la monnaie fiduciaire en 2020, 34% de la masse monétaire au sens de l'agrégat M2, c'est énorme, c'est plus qu'énorme, c'est exorbitant. Et donc, la numérisation, moi, je pense que c'est quelque chose de très important. Mais numériser, c'est pas aussi une tâche facile parce que il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour numériser, il faut développer l'inclusion financière. Il faut permettre à chaque Algérien de pouvoir disposer d'abord d'un compte, soit à Algérie Post, soit disposer d'un compte dans une banque. Il faut promouvoir une culture informatique chez les Algériens pour les amener, donc, si vous voulez, à savoir manipuler un micro ou un smartphone pour des règlements, surtout en matière de digitalisation. Donc, moi, je pense qu'il faut aller vers un développement de la culture, en plus de la culture financière, de la culture informatique. Voilà ce que je peux dire. Merci, Monsieur Mouchi. Merci, Inès, pour vos excellentes questions. Merci, monsieur. Est-ce que vous voulez reprendre la parole, Inès? Non, je voulais juste remercier monsieur Mouchi pour ses réponses. Merci Inès. Alors, on va prendre une autre question de Monsieur Bougra. Alors, je cite, vous avez donné le taux de 60% de la monnaie fiduciaire est détenue par le marché informel. Comment avez-vous obtenu ce chiffre? Ça, c'est la première question. Deuxième question, comment relancer l'investissement alors qu'il y a très peu d'épargne? Oui, monsieur le Mouche. Donc, alors, pour ce qui est de la première question de M. Bouguera, que je salue au passage, les 60%, ça c'est un résultat d'une étude de la Banque d'Algérie. Hein. Donc, c'est moi qui suis derrière ce chiffre. Donc, la Banque d'Algérie a publié une étude dans laquelle elle dit que 60% des capitaux qui circulent en dehors des banques, ça représente des capitaux informels, cette Banque d'Algérie. Maintenant, c'est vrai, et moi je rejoins M. Bouguera, comment la Banque d'Algérie est arrivée à ce résultat, je ne sais pas, là, il faut connaître toute la méthodologie utilisée pour donc arriver à ce résultat. Donc, Hadi, alors, j'ai oublié, il y a une deuxième question qu'a posée M. Bouguera. Oui, la deuxième question, comment relancer l'investissement alors qu'il y a très peu d'épargne? Moi, je pense que dans notre pays, depuis des décennies, chaque fois que l'on veut parler d'investissement, chaque fois que l'on veut parler de croissance économique, la première chose à laquelle on pense, c'est la ressource financière. Moi, je vais dire à M. Bouguera, l'Algérie a connu entre 2000 et 2014, elle a connu une aisance financière extrêmement importante. Quel a été son impact sur la croissance économique? Parce qu'on sait que le taux de croissance du PIB, le taux de croissance moyen du PIB sur cette période-là n'a pas dépassé les 2,5%. Alors qu'on avait beaucoup d'argent. On a dépensé un peu plus de 1000 milliards de dollars. Donc, moi je dis que il faut cesser maintenant de faire de la ressource financière le préalable au développement économique du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rechercher les causes profondes qui font que dans ce pays, d'abord, pourquoi on n'investit pas? C'est une erreur que de croire qu'en Algérie, les entreprises investissent. Moi, je vais vous dire une chose. Il suffit de consulter les données de l'ONS en ce qui concerne la répartition de la valeur ajoutée. Saviez-vous que la répartition de la valeur ajoutée entre le profit, le bénéfice des entreprises et les salaires, je simplifie les choses, hein.
Parce qu'en réalité, pour les entreprises, on parle d'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, c'est la trésorerie potentielle dégagée par les entreprises. Eh bien, 70% de la valeur ajoutée, c'est l'excédent brut d'exploitation pour les entreprises. Les 30% restants, c'est pour les salariés. Donc, ça veut dire que les entreprises, quand même, arrivent à réaliser un surplus monétaire potentiel extrêmement élevé qui augmente énormément leur capacité de financement. La question qui se pose, où va cette capacité de financement pour les entreprises? Comment voulez-vous que l'on parle de facilitation pour les entreprises, pour l'accès au crédit bancaire, etc., avantages fiscaux, alors qu'en réalité, ces entreprises donc, réalisent des super profits et que ces super profits donc, n'améliorent pas, donc ne sont pas réinvestis au niveau des entreprises. Voilà le problème. Donc, je dis qu'il faut cesser de faire de la ressource financière donc, un préalable au développement de l'investissement. Moi, je pense qu'il faut aller vers un diagnostic extrêmement sérieux pour savoir qu'est-ce qui fait que les entreprises algériennes investissent. On ne peut plus compter maintenant sur la dépense publique pour faire de la croissance économique. Il faut réhabiliter l'investissement des entreprises publiques et privées. C'est la première composante de la croissance du PIB doit être d'abord l'investissement des entreprises. Parfait, parfait, monsieur Mouchi. Donc, je vais poser la question de monsieur Titouche, un journaliste qui s'intéresse à vos interventions. Aujourd'hui, il est présent avec nous, il vous suit de près et il a deux questions pour vous, monsieur Mouchi. Alors, maintenant que la Banque d'Algérie a presque... Oui, Titouche. Maintenant que la Banque d'Algérie a presque échoué à libérer la liquidité bancaire au moyen des artifices monétaires que l'on connaît, quelle est la solution? Sommes-nous condamnés à la planche à billets pour une durée encore plus longue? Donc ça, c'est vraiment la première question. C'est une grande impasse. Hein. C'est une grande impasse. C'est une grande impasse parce que on ne peut pas continuer à. C'est une grande impasse parce qu'on ne peut pas continuer à mobiliser, à solliciter la Banque d'Algérie pour financer nos déficits en créant de la monnaie. D'une part. D'autre part, pour augmenter les recettes de l'État. La croissance économique est presque nulle. Et donc, quand le PIB n'augmente pas, les recettes fiscales n'augmentent pas. Sincèrement, c'est une grande impasse. Moi, je l'ai toujours dit, que nous avons des problèmes économiques de nature structurelle. C'est pour ça, quand je parle de distorsion structurelle, on ne peut pas agir sur les distorsions structurelles en prenant des mesures d'ordre technique et mesures d'ordre technique que l'on veut, avec lesquelles on veut atteindre des objectifs sur le court terme. On ne peut pas. Soit il faut afficher une volonté de refonder l'économie du pays, c'est-à-dire de faire en sorte que l'on mette en place des stratégies de croissance économique sur un horizon temporel au moins 5 ans, minimum 5 ans, et à partir de là, peut-être on peut envisager donc une nouvelle économie aérienne qui mettra fin à cette situation. Mais sur le court terme, et là je suis d'accord avec M. Titouche, donc on a épuisé tous les moyens du côté de la Banque d'Algérie. Que peut-on faire de plus? Si ce n'est revenir encore à la planche à billets. Et encore, même si on revient, on suppose, revenons à la planche à billets. Savez-vous que l'entrée en action de la planche à billets en novembre 2019, sur le montant total débloqué par la Banque d'Algérie au profit du Trésor, c'est-à-dire 6 551 milliards de dinars, on a consommé à peu près un peu plus de 3 000 milliards de dinars. Pourquoi? Ben, tout simplement, cette consommation de crédit, elle a servi à rembourser des dettes à hauteur de 70%. C'est incroyable, c'est inimaginable. On fait fonctionner la planche à billets pour rembourser des dettes.
Bon, je peux dire que la planche à, je peux dire bienvenue à la planche à billets si elle permet de financer des projets qui créent de la valeur, qui font de la croissance économique, qui augmentent les recettes de l'État. Là, vous le marche pas. Mais si vous faites appel à la planche à billets pour rembourser des dettes, vous ne créez aucune valeur. Et ça, moi, je pense que ça a été une attitude des plus irresponsables et qui fait qu'aujourd'hui, si l'on remet encore en action la planche à billets pour penser des dépenses qui ne créent pas de valeur, hein, si c'est pour payer les salaires, si c'est pour payer les pensions de retraite, donc là, il y a problème. Donc, on est dans une impasse, on est coincé. Vraiment, moi, je dis qu'on est coincé. On peut toujours compter éventuellement sur une remontée du prix du pétrole. Ça peut donc nous aider temporairement, et encore moi quand je dis ça peut nous aider, ça nous permet de souffler quelque temps, mais ça n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est d'engager des réformes, donc si vous voulez, de grande ampleur dans le domaine de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, des nouvelles technologies. C'est ça qui permettra au pays d'augmenter la production, de diversifier la production, de diversifier les exportations, et à ce moment-là, peut-être, on verra le bout du tube. Voilà. Merci, Monsieur Nouchi. Je vais poursuivre, si vous permettez, avec une seconde question de Monsieur Titouche du journal Liberté qui vous salue au passage. Donc, la seconde question est comme suit. Dans cette situation de faible liquidité bancaire et d'absence d'alternative à la planche à billets, de quels moyens dispose l'État pour financer le déficit budgétaire révisé à la hausse par la loi de finances complémentaire 2021? Là, moi sincèrement, bon, on est en train un petit peu de voir par-ci, par-là comment augmenter telle taxe, hein, taxer un peu plus le tabac, taxer, bon, on déprécie le dinar. Moi, je pense que c'est sûr on va continuer à déprécier le dinar. On va continuer à déprécier le dinar. Donc, pour permettre à l'État d'atténuer donc un petit peu l'ampleur du déficit budgétaire. Mais déprécier le dinar jusqu'à quand? Vous savez, quand on déprécie le dinar, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? C'est tout simplement une augmentation des prix des produits à l'importation. Si vous allez demain acheter des médicaments, vous dépréciez le dinar, le médicament que vous allez importer coûtera plus cher. Les aliments. Donc, on ne peut pas indéfiniment déprécier le dinar. L'État, on est conscient. Donc, c'est le pouvoir d'achat des Algériens qui sera gravement atteint avec la poursuite d'une politique fondée sur la dépréciation du dinar. Donc, il y a des gisements sur le plan fiscal. L'un des gisements importants, c'est évidemment essayer. Donc, on sait que dans notre pays, il y a le phénomène de la fraude fiscale extrêmement important. Il est développé. Comment essayer de faire payer ceux qui doivent payer leurs impôts? Mais le plus grave, c'est que nous traversons une période de récession économique. Et donc, les entreprises, aujourd'hui, ne sont pas incitées à investir. Parce que d'abord, elles manquent de visibilité. Elles savent qu'il y a une situation de récession économique, donc on n'investit pas. À quoi bon monter un projet, investir dans un projet, sachant que demain, je ne sais pas si demain, il y a un marché pour mon produit, s'il y a des Algériens qui vont acheter ce produit. Donc, tant que perdure donc, ce contexte de crise économique, ce n'est plus maintenant le problème de liquidité qui se pose, c'est le problème de comment sortir de cette crise économique pour encourager, pour inciter les entreprises à investir. Et ce n'est pas en disant aux entreprises, allez-y, on met à votre disposition les financements, les avantages fiscaux, etc., etc. Moi, je pense que ça, ce ne sont pas des solutions sérieuses et durables. Moi, je dis toujours qu'il faut revenir à une démarche qui consiste à revoir de fond en comble l'économie du pays.
m'est arrivé d'émettre une réflexion qui pourrait éventuellement surprendre pas mal de gens en disant pourquoi ne pas révisiter un modèle économique que nous avons appliqué dans les années 70, qui est le modèle des industries industrialisantes. Mais je dis revisiter, il ne s'agit pas de reproduire le modèle des années 70. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce modèle, avec toutes les contraintes, les problèmes, mais on avait construit un modèle, un projet cohérent dont l'auteur principal était le regretté professeur d'Estaing de Bernis. Donc, et on se dit, pourquoi ne pas revenir vers un modèle économique qui pourrait s'inspirer de ce qui a été fait dans les années 70, mais en essayant donc d'inverser les logiques qui sous-tendaient le modèle des années 70. C'est une idée, hein, comme ça, je ne dis pas, moi je pense qu'il faut piocher des idées comme ça pour voir si on ne peut pas construire une démarche d'ensemble, une stratégie économique d'ensemble, parce que notre problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'industrie. Là-bas, la part de l'industrie dans le PIB, c'est 5%. Elle est passée de 15% en 1980 à 100% aujourd'hui. L'agriculture, c'est autour de 12%, hein, de 12%. Et là, un pays qui n'a pas d'industrie, qui n'a pas d'agriculture, on ne voit pas comment il peut, donc, si vous voulez, aller encore plus loin. Donc, cessons de faire de la question de l'argent dans ce pays comme étant le nœud gordien. Ce n'est pas, le nœud gordien n'est pas au niveau de la ressource financière. Nous avons été riches financièrement, mais nous sommes pauvres économiquement. Et donc, il faut un modèle qui réhabilite la valeur travail, l'effort, le mérite. Je pense qu'un modèle qui permet à l'Algérie de développer un capital humain en mobilisant des universités autour de stratégies nouvelles, des écoles, etc. Un pays aujourd'hui qui n'investit pas dans le capital humain a très peu de chances de faire partie des pays émergents. Et on peut donc, si vous voulez, il faudra peut-être, on peut continuer comme ça demandera, mais voilà. Merci, merci Monsieur le Mouchi. On va prendre des questions, deux questions de notre étudiant Yassine Zinadi, qui aurait bien aimé prendre la parole, mais il a un petit souci. Il vous passe le bonjour. Alors, sa première question est la suivante. Que pensez-vous, Monsieur le Mouchi, de la création d'une nouvelle monnaie dans le contexte économique algérien actuel? Créer une monnaie, une nouvelle monnaie. Mais on va créer une nouvelle monnaie. On continuera à l'appeler dinar, hein, et on va dire que, par exemple, dorénavant, hein, le billet de 1000 dinars, ça sera 100 dinars, le billet de 1000 dinars. Très nouvelle monnaie. Et après, qu'est-ce que ça va changer? J'ai des milliards. Et des milliards. Demain, pour créer une nouvelle monnaie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers la banque, je vais demander la conversion de mes revenus détenus dans l'ancienne monnaie, tout simplement, la conversion dans la nouvelle monnaie. Qu'est-ce que... On ne va pas demander min ayna laka hada. C'est-à-dire que min ayna laka hada, min ayna laka sana. Vous savez qu'en 2015, l'Algérie a adopté une loi, ce qu'on appelle la loi de la conformité fiscale, qui autorise les Algériens qui ont de l'argent en dehors du circuit bancaire de pouvoir le réintégrer en banque moyennant le paiement d'une taxe de 7%, sans se préoccuper de l'origine de la provenance de ces fonds. C'est-à-dire qu'on a vous payez une taxe de 7%, vous, quand vous avez une entreprise, vous payez les BS, l'impôt sur le bénéfice des sociétés, c'est le 25%. 25%.
هذاك اللي يجيب دراهمه qui ont été acquis dans l'illégalité. قال جيب دراهمك البنك وتسلك 7%. Et malgré toutes ces largesses offertes par l'État, les gens n'ont pas marché, n'ont pas suivi. Donc, en supposant qu'on crée la monnaie, ça permet aux gens, donc en rapatriant, bien sûr, ça sera, comme ça sera une obligation, ça sera. Mais moi, je pense que la situation politique du pays aujourd'hui fait qu'on ne peut pas aller vers ce type de solution. Il y a un seul pays au monde, il y a un seul pays au monde qui a changé de monnaie, en dépression sa valeur, en obligeant les gens. قال اللي كان عنده 1 milliard تولي لك 100 millions qui dit تخرج pas plus de 100 millions. C'est l'Allemagne. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu la création du Deutschmark pour remplacer le Reichsmark, c'est la seule réforme monétaire qui a été imposée, bien sûr, de manière obligatoire et qui a fait que l'on n'est pas. C'est la seule expérience que l'on. Mais sinon, pour le changement de monnaie, moi, je dis que ça n'est pas la panacée. Ça. Voilà, c'est bon, moi je termine avec la question. Allez. Très bien, merci, Monsieur Nmouchi. Alors, je vais poursuivre avec les questions de Yassine. Alors, la seconde question est comme suit. Certains experts financiers regrettent la suppression du ministère de la Planification. Que pensez-vous de ce ministère, son importance et est-il utile aujourd'hui? C'est de la politique, hein? Ben, celui qui pose cette question, je crois que Liliana, il me procure une grande sensation, même une certaine joie, puisque moi, j'ai fait une licence planification. À l'époque, il y avait, à l'université algérienne, il y avait une licence option planification, dans les années 70. Et donc, moi, je dis que la question posée, effectivement, c'est une question très sérieuse et qui soulève le problème de la nécessité pour le pays d'avoir une vision de développement. Et pour aller vers cette vision de développement, il y a un besoin impérieux de planifier, de faire des projections. Certains experts même ont préconisé la création d'un ministère de l'économie. Un ministère de l'économie, donc le ministère de l'économie, ça permet donc, si vous voulez, d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des secteurs. Mais je suis d'accord qu'effectivement, qu'il faut réhabiliter la planification. Dans les plus grands pays capitalistes, il y a des institutions de planification. En France, on a le commissaire au plan. Au Japon, on a une structure qui joue le rôle également, qui assume une fonction de planification. C'est vrai que moi je dis que on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire d'ici demain parce qu'il n'y a pas d'objectif stratégique, il n'y a pas de vision stratégique et parce qu'il n'y a pas de planification. Est-ce qu'on est capable de dire demain quelle sera la demande en Algérie en matière, par exemple, de consommation d'eau, de consommation de céréales d'ici 15 ans, 20 ans? Et si on doit faire de la prospective, c'est-à-dire aller au-delà de 30, 40 ans, même 50 ans, faire de la prospective, quel sera l'avenir de l'Algérie d'ici là, en matière d'énergie? Combien nous reste-t-il encore de pétrole et de gaz? 5, 10, 15 ans, 20 ans. Et ça, moi, je pense que on a confondu, moi je pense qu'on a fait une erreur fondamentale parce qu'on a supprimé tout ce qui se rattache à la planification. On a confondu entre la planification en tant que discipline technique avec le socialisme. C'est ça, moi je pense que l'erreur fatale qui a été commise. La planification, c'est une discipline qui utilise des techniques quantitatives, la recherche opérationnelle, la modélisation,
la programmation linéaire, etc. Ça n'a rien à voir, donc, si vous voulez, avec l'option socialiste, même si effectivement le socialisme est un système qui apporte beaucoup d'importance à la planification. Donc, je suis d'accord, effectivement, il faut créer une structure de planification dans ce pays. Merci, merci Monsieur Nemouchi. On va prendre la question de Monsieur Azira. Alors pour lui, donc il poursuit toujours avec le problème de la masse monétaire qui circule dans le secteur informel. Donc pour lui, il se pose la question comment drainer toute cette masse monétaire qui circule dans le secteur informel et quelles sont les mesures à prendre pour la canaliser vers le secteur bancaire, notamment à travers l'introduction de la finance islamique. Donc il pointe du doigt la finance islamique comme étant une solution efficace. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Nemouchi. Moi, je pense que il faut effectivement, il faut faire de l'innovation financière. Il faut faire de l'innovation financière. Et il faut essayer de voir quels sont les produits financiers qui sont susceptibles d'intéresser les Algériens et donc, par la même occasion, de les amener à placer leur argent au niveau des banques, à l'investir, etc. La finance islamique, c'est vrai que elle est la bienvenue. Si la finance islamique peut jouer un rôle dans l'affectation de ressources au profit de la création de richesses, marhaba, c'est tant mieux. Attention, il faut dire que la finance islamique, là où elle est le plus développée, c'est dans les pays occidentaux, la finance islamique. Maintenant, on revient toujours le problème avec est-ce que les Algériens vont adhérer comme ça facilement à la finance islamique sous prétexte parce que ça répond à leurs convictions religieuses, etc. Ce n'est pas évident. C'est vrai que pour certains Algériens, moi, pour financer un projet, donc je peux utiliser un mode de financement qui respecte mes convictions religieuses. Mais le problème, là où il reste pendant, c'est le fait que est-ce que les Algériens aujourd'hui sont vraiment décidés à investir, à créer des richesses? C'est pour ça. Donc, moi, je pense qu'il faut faire de l'innovation financière pour voir un petit peu. Mais moi, je pense que tous ces problèmes, il faut enclencher une dynamique d'ensemble. Vous savez que là, dans certains pays, on a, à travers l'histoire, c'est le développement de l'activité économique réelle qui a entraîné le développement de la finance. Dans d'autres pays, par la suite, c'est l'inverse. C'est la finance qui a entraîné le développement de l'activité réelle. Là, chez nous, moi, je pense que la deuxième solution, c'est-à-dire faire de la finance le point de départ pour le développement de l'activité réelle, moi je pense que on l'a expérimenté et ça n'a rien donné. Donc il faut qu'on revienne à une stratégie de développement qui réhabilite d'abord la valorisation de nos richesses naturelles, matières premières, etc. Donc il faut aller vers ça. Donc, si on peut se mettre en place une stratégie qui demain permet de transformer nos ressources naturelles en produits finis, semi-finis, oui, par exemple, je ne sais pas, par exemple, on encourage les gens à la prospection de l'or. On va faire de la prospection, on va donner l'autorisation aux gens pour prospecter, pour donc produire de l'or. Si vous produisez de l'or, que vous maintenez à l'état brut et pour l'exporter à l'état brut, vous restez toujours dans le domaine de l'industrie extractive. Donc, c'est comme pour le pétrole et le gaz. En revanche, si vous créez une industrie horrible qui permet d'augmenter la production de l'or et d'en faire une matière première qu'il faut transformer pour fabriquer d'autres produits, de l'électronique, dans le domaine de la dentisterie, etc. Là, oui, il y a une valeur ajoutée. Mais si c'est pour produire uniquement, faire de l'extraction et produire des produits à l'état brut, là, on reste toujours dans la rente et la rente, on le sait,
malheureusement, ça n'a pas servi l'économie du pays. Merci Mouchi. Donc, navré, on est vraiment pris par le temps, mais c'est toujours un plaisir de vous écouter, de vous poser des questions et de s'éclairer davantage sur le sujet. Donc, je vais essayer de conclure. Donc, vous avez vraiment vulgarisé ce concept de la crise de liquidité bancaire. Vous avez dévoilé les facteurs autonomes et les facteurs institutionnels. Vous avez souligné l'impact de la pandémie sur cette crise. Vous avez évoqué la machine économique que vous avez définie comme étant grippée. Donc, pour vous, c'est beaucoup plus une volonté politique. Il faut multiplier. Vous avez donné pas mal de solutions, multiplier les agences bancaires. Vous avez cité des exemples illustratifs. Vous avez parlé à travers les questions qui vous ont été posées sur la numérisation, l'inclusion financière. Nous avons eu droit à pas mal de questions, l'une différente de l'autre. Moi, j'ai envie de vous poser une dernière question, si vous permettez. Pourquoi la bourse ne s'est pas développée dans notre pays? Donc, on va essayer de conclure sur cette dernière question et j'aimerais bien que vous nous donniez des perspectives sur ce sujet-là. Oui. Le développement de la bourse et des marchés financiers. Hein. Donc, c'est ça, c'est que, bon, il faut dire qu'on a dans notre pays, on a créé la bourse, les premiers textes réglementaires donc, sont à l'origine de la création de la bourse, c'était en 1997. Hein, 1997. Et jusqu'à ce jour, malheureusement, moi personnellement, je ne vois rien apparaître au niveau du marché boursier algérien. Je vais vous donner un chiffre. On mesure généralement le poids d'une bourse dans un pays par la capitalisation boursière exprimée en pourcentage par rapport au PIB. Chez nous, ce ratio est inférieur à 1%. C'est l'un des plus faibles sur le continent africain. C'est-à-dire que nous sommes parmi les derniers de la classe en matière de bourse et de marché financier. Comparativement à un pays comme le Maroc, où le ratio il est à peu près autour de 55%, en Tunisie, il est à peu près autour de 20% et même un peu plus. Donc, la question qui se pose, comment se fait-il que ce jour, donc, on n'a pas réussi à développer le marché boursier avec nous avons 5 titres qui sont cotés en bourse. Maintenant, les solitaires, 5 titres cotés en bourse. Hein. Là aussi, donc, effectivement, ça m'amène donc à revenir sur le problème. C'est que on dit que la bourse, c'est la citadelle du capitalisme. Quand on étudie le développement des marchés boursiers dans les pays européens, aux États-Unis, qu'est-ce qu'on observe? On observe que c'est la révolution industrielle qui a donné naissance au marché boursier. La révolution industrielle a généré une croissance économique tellement élevée qu'il fallait trouver de nouvelles formes de financement de l'activité économique et de financement des investissements des entreprises. Et c'est comme ça que, donc, si vous voulez, est apparue la société par action. C'est comme ça que on a développé de nouvelles formes d'organisation des entreprises. Donc, la société par action et mis au point de nouvelles modalités de financement à travers l'actionnariat. Donc là, la bourse, tout simplement, vient du fait que il n'y a pas de croissance économique dans le pays. Il n'y a pas, nous n'avons pas une économie qui crée des richesses. À Kanch. Si demain il y a une croissance économique importante, diversifiée, là, ça peut inciter les entreprises donc à rechercher de nouveaux financements. Et sachant que le système bancaire, il ne faut pas trop compter sur lui ou là, donc peut-être qu'il est plus intéressant de s'organiser pour mobiliser des ressources sur le marché financier. Là, oui, c'est possible, on peut aller vers ça. Mais il faut, la première condition, c'est d'abord de créer des richesses de façon à ce que l'on suscite de nouveaux besoins financiers et solliciter les marchés boursiers pour financer donc ces besoins. Donc, la bourse, moi, je dis que, Zani, on ne crée pas, on ne développe pas une bourse par voie réglementaire. La bourse, doit être
le résultat donc d'une activité économique fondée sur la création de richesses. On n'a pas également une culture de l'actionnariat. Sur qui allez-vous compter pour créer une bourse? Sur les entreprises publiques. Les entreprises publiques sont en difficulté. Ce sont des entreprises qui sont déstructurées, clairement. On ne peut pas. Moi, quand j'ai quelques mois, lorsque j'ai entendu un ministre dire que nous allons faire entrer les entreprises en difficulté sur le marché boursier. Oh, une bourse, c'est pour accueillir les entreprises performantes. On n'entre pas en bourse qui veut. La bourse, ce n'est pas un cimetière pour des entreprises publiques en situation de détresse. Il y a des conditions strictes qui sont à la base de l'introduction en bourse. Ce sont les entreprises qui réussissent qui entrent en bourse et non pas l'inverse. Et donc, alors, les entreprises privées. Les entreprises privées, il y a un sous-développement culturel qui fait que ces entreprises-là ne sont pas encore disposées, prêtes à entrer dans un schéma organisationnel qui est fondé sur l'actionnariat. C'est la structure familiale, c'est l'entreprise familiale. Or, pour aller vers la bourse, il faut aller vers, donc, comment dirais-je, il faut aller vers des formes d'organisation de la société qui autorisent l'entrée de nouveaux actionnaires. Ce sont les nouveaux actionnaires qui vont vous apporter de l'argent. Et si vous refusez ces nouveaux actionnaires, donc à la fois, il y a des rigidités économiques, il y a des pesanteurs culturelles qui font que le marché algérien, pour le moment, n'est pas encore prêt pour connaître un essor et il faut peut-être, espérant que nos jeunes créateurs de start-up, espérant que peut-être avec eux, de nouvelles mentalités vont naître et que cela pourrait donc stimuler l'activité des marchés financiers. Merci, Monsieur Nmouchi, merci pour votre franchise, merci de nous avoir éclairés. Vraiment, on apprend à chaque fois de vous, avec vous. Donc, je vous cède encore la parole pour clôturer. Moi, pour clôturer, d'abord, moi, je tiens donc à remercier tout le monde, les organisateurs, les participants, les gens qui ont fait le débat. Ça fait plaisir quand même, si vous voulez, de voir que des gens prennent des initiatives comme l'organisation de ces webinaires. Et c'est vrai que, comme dit le proverbe, parfois, à quelque chose, malheur est bon. Depuis un certain temps, on n'organise plus dans les grandes écoles, dans les universités. On organise de moins en moins de séminaires, de colloques. Et cette pandémie, moi, je pense qu'elle a suscité, elle a provoqué un déclic chez les gens pour donc battre, etc. Donc, moi, je pense que c'est un point positif. Et moi, je conclurai en disant que moi, je vous soutiens à fond pour continuer sur cette voie et peut-être à d'autres occasions. Inch'Allah, nous serons ravis de vous revoir dans d'autres circonstances, Inch'Allah, l'école. Ça, c'est bon. Mais il y a mille et une façons d'apporter sa contribution. Donc, on essaie à chaque fois de voir. Chaque fois qu'il y a possibilité de le faire, on le fait. Voilà. Inch'Allah, Inch'Allah, Monsieur Nmouchi, voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je remercie l'ensemble des participants. Je leur souhaite, merci, je leur souhaite bon courage parce qu'ils vont passer les examens la semaine prochaine. Bon courage. Alors, je leur dis bon courage et bonne réussite.
Voilà. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Mouchi. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui. C'est vraiment le dernier webinaire de l'année universitaire. Je tiens à remercier l'ensemble des participants qui ont pris le soin de répondre. كنتي اللي خرجتيني من لا روتريت تاعي. مازلنا نخدموا ان شاء الله ونتعلموا معاك استاذ. En tout cas, je serai toujours votre étudiante انا. ان شاء الله. ان شاء الله استاذ. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Au revoir tout le monde. Bon courage. À très bientôt. Merci. Merci. صح.